Faire peau neuve, on en a tous rêvé un jour. Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Faire peau neuve, comment on va faire? On va voir ça tout de suite avec le docteur Gérald Franqui. Vous êtes chirurgien, plasticien et esthétique. Et vous êtes aussi président fondateur d'une association qui s'appelle Face au Monde. On va y revenir plus tard. Docteur Marie-Estelle Roux, vous êtes dermatologue. Vous êtes une habituée de l'émission, hein. On vous voit souvent, Marie-Estelle. Hein, et puis on s'en lasse pas. Voilà. Alors, dermatologue, chirurgien plastique, on va voir ce qu'on peut faire pour faire peau neuve, hein, pour être plus beau, pour effacer nos rides, les trucs qui pendent, des machins comme ça. Puis on va voir de quel domaine, à quel moment le dermatologue intervient et à quel moment c'est le chirurgien plasticien qui va intervenir. Alors on va commencer par le light. Le light dermato. Alors, c'est quoi les problèmes de peau qu'on peut régler chez le dermato? On peut réparer les traces sur la peau, ça peut être des traces d'acné, des cicatrices d'acné, la coupe rose, les rougeurs, avec le temps les taches aussi. Après, ça c'est sur le visage. Sur le reste du corps, il va y avoir les cicatrices, les vergetures également. On va revenir en détail sur tout ça. Les taches brunes en premier. Alors les taches brunes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a quelques photos là, qui vont passer. Les taches brunes, d'où ça vient, Marie-Estelle, et qu'est-ce qu'on fait pour les taches brunes? Les taches brunes, il y a différents types de taches brunes. Alors, c'est souvent les taches qui sont liées au soleil, donc qui apparaissent au fur et à mesure de la vie. Il y a différentes taches brunes. Il y a les mélasmas qui apparaissent au cours de la grossesse ou avec la prise des estrogènes. Et puis, donc celles qui sont liées au soleil, souvent sur le visage, le décolleté, le dos des mains, effectivement. Et ça vieillit beaucoup, donc il y a une grosse demande pour enlever ces taches. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les enlever? Alors, il y a différentes techniques. On peut faire des peelings. Il faut que ce soit des peelings qui aillent quand même assez en profondeur, donc des peelings à l'acide chloracétique. C'est abrasif, le peeling. Ça a un effet, c'est une solution donc, qui a une efficacité chimique. Donc, il va faire une exfoliation assez intense, suffisamment intense pour enlever les taches. Et puis sinon, on a des lasers, donc on appelle les lasers pigmentaires, Q-switch ou Pico, qui permettent d'enlever les taches. C'est tout type de peau, il n'y a pas de contre-indication? Alors, les tout le taches, monde supporte un peeling, par exemple, ou alors on ressort, on est tout rouge. Comment ça se passe? Oui, alors le fait que ça soit rouge en ressortant, ce n'est pas un problème, c'est qu'il y a une réaction, mais tous les types de peau... Le problème, c'est si on est rouge 15 jours après encore. Oui, ça dépend des peelings. Non, tout le monde peut supporter un peeling. Après, on va choisir la force ou la profondeur du peeling en fonction du Comment type vous de choisissez, vous, entre laser et peeling? C'est justement en fonction de l'intensité de la tâche oui, et surtout de la profondeur de la tâche. C'est vrai que si la tâche est très profonde ou très dense, on va plutôt choisir un laser qui va permettre d'aller plus en profondeur. Alors, on va passer à la coupe rose maintenant. Ouais. Pareil, photo, on voit ce que c'est, et puis on voit comment on peut intervenir sur la coupe rose. Alors, la coupe rose, décrivez-nous ce que c'est. La coupe rose, c'est des petits vaisseaux qui sont très dilatés et qui deviennent visibles à la surface de la peau. C'est très fréquent également. Et donc, les peaux claires sont plus sensibles à la coupe rose. Le soleil aggrave la coupe rose. Et puis, avec les années, avec le temps, ces petits vaisseaux dilatés le sont de plus en plus et de plus en plus visibles. Donc là aussi, il y a une grosse demande pour traiter la coupe rose. Il y a un rapport entre alcool et coupe rose, parce qu'on dit souvent que la coupe rose, c'est les gens qui se laissent aller un petit peu, hein, on va dire. L'alcool n'est pas la cause de la coupe rose, c'est un facteur aggravant. Donc si on a de la coupe rose et qu'on boit de l'alcool, ça va l'aggraver. Alors c'est vrai que si la coupe rose est sur le nez, qu'on a le nez rouge, on a tendance à penser que c'est à cause de l'alcool. Ce n'est pas forcément l'alcool, mais l'alcool aggrave, oui, ça c'est sûr. Alors c'est pas de peau, hein. On a de la coupe rose, on ne boit pas, et en plus tous les autres pensent que vous êtes un poivreau. Qu'est-ce qu'on fait pour la coupe rose, contre la coupe rose? Alors la coupe rose, le meilleur traitement, ça va être le laser, qui permet donc de détruire ces vaisseaux qui sont trop dilatés pour que la circulation du sang se refasse plus en profondeur à un niveau donc qui ne va pas se voir au niveau de la peau. Ça permet donc le traitement laser d'enlever les rougeurs, d'enlever ces vaisseaux anormalement visibles, et puis ça va prévenir aussi ce qu'on appelle les flushs, c'est-à-dire les poussées où on a le visage qui rougit énormément lorsqu'on rentre dans une pièce chaude ou lorsqu'on boit un verre de vin par exemple. Oui, flush, ça veut dire rougir en anglais. Voilà. Aussi tirer la chasse, flush.
Les tatouages. Les tatouages, alors il y a une grosse demande sur les tatouages aussi. Ah oui. Oui, il y a eu beaucoup de tatouages et il y a beaucoup de gens qui se disent donc il y a beaucoup j'ai fait une erreur. Oui. Ah. Et heureusement, on a des lasers qui marchent très bien, notamment enfin, les lasers pigmentaires, donc Q-Switch ou Pico, qui permettent d'enlever les tatouages le plus souvent complètement sans laisser aucune trace ni aucune cicatrice. Après, ça va dépendre de la couleur du tatouage et de la densité. Les tatouages noirs qui sont fins s'enlèvent parfaitement bien. Les tatouages colorés, c'est un petit peu difficile, mais aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir des résultats excellents, voire parfaits dans le détatouage au laser. Le problème du tatouage, souvent, c'est la superficie, la surface du tatouage. En une séance, on dépigmente. Alors, en une séance, on va passer sur tout le tatouage. Alors, évidemment, s'il est très grand, on ne pourra peut-être pas passer sur tout le tatouage, mais enfin, l'idée, c'est quand même de passer sur tout le tatouage à chaque séance, et puis de refaire des séances alors tous les 1 ou 2 mois en fonction du type de laser qu'on utilise, et jusqu'à ce que le tatouage disparaisse, s'efface totalement. Donc il faut s'y prendre à l'avance. Ah oui, ça peut. Alors, sur un tatouage noir très fin, une seule séance peut suffire. Sur un tatouage plus grand, avec plus de densité de pigments, et on peut avoir besoin de 5 à 10 séances qui vont être espacées de 1 à 2 mois. Donc, oui, la jeune fille qui veut se marier, qui a une belle robe avec un beau décolleté et qui se dit mon tatouage, il faut s'y prendre quelques mois avant. Sinon, on change de robe. Sinon, on change de robe. Voilà. Ou on assume. Oui, ou on assume, ou on garde le tatouage et on change. Comment ça marche exactement? Le laser, il va éclater l'encre, il va la dissoudre, il va faire quoi? Le laser, il a une cible qui est pigmentaire. Et, il va donc cibler le pigment. Alors, on va choisir en fonction de la longueur d'onde. La longueur d'onde va cibler la couleur différemment. Donc, et lorsque le rayon laser atteint sa cible, il va lui délivrer sur la cible pigmentaire une énergie très importante qui va faire exploser le pigment et le fragmenter en fait en très fines particules qui ensuite vont être éliminées par les cellules de l'organisme. C'est la question que j'allais vous poser. Ça se retrouve dans l'organisme, ça? C'est éliminé comment? C'est réduit en poussière en quelque sorte, et puis on a les cellules, les macrophages, les cellules poubelles de l'organisme qui vont capter cette fine poussière et ensuite l'éliminer. Mais c'est pas dangereux, on n'a pas de l'encre qui va se balader dans l'organisme, c'est pas dangereux. Ok. Bon, le mieux, c'est peut-être de réfléchir avant de se faire un tatouage, comme ça on n'aura pas à faire les séances de laser derrière. Oui, ou alors moi je dirais si on veut se faire un tatouage, dans un endroit très discret. Avec un doute, on fait un tatouage noir plutôt fin, comme ça si un jour on veut l'enlever, on l'enlèvera sans problème. Voilà. Et puis on fait à ma maman, comme ça on n'a pas de problème avec les compagnes successives. Alors, plus sérieusement, les cicatrices et les vergetures. Qu'est-ce qu'on fait? D'où ça vient d'abord les cicatrices et les vergetures? Enfin, les cicatrices, on sait, mais les vergetures? Alors, les vergetures, c'est souvent au moment des changements hormonaux, donc à l'adolescence, hein, au moment de la grossesse aussi. Et puis après aussi, avec certains traitements, notamment les traitements corticostéroïdes, ça peut induire des vergetures. Donc, c'est les fibres élastiques qui sont dans le derme qui craquent en fait et qui induisent un défect dans le derme qui donne ces petites marques et qui sont un peu comme des cicatrices également. Donc, finalement, la prise en charge des cicatrices et des vergetures, avec les lasers, elle sera un peu la même. Et c'est efficace. C'est-à-dire les gens qui ont beaucoup de vergetures. Par exemple, les gens qui ont fait, à qui on a posé un anneau gastrique, qui avait énormément grossi, qui peuvent avoir des vergetures. Derrière, on peut corriger et ça disparaît complètement. Alors, ces gens-là, quand il y a une très grande distension de la peau, il y a d'autres problèmes. Oui, il y a d'autres problèmes qui viennent s'associer. Alors, dans les vergetures, il y a deux phases. Mais après une grossesse, hein, on va dire, après une grossesse particulièrement imposante. Ou les vergetures souvent à l'adolescence, par exemple. Alors, il y a deux phases dans la vergeture. Il y a une phase inflammatoire où la vergeture est rouge. À ce moment-là, on peut agir avec des lasers qui ciblent le rouge. Donc, ça va être les mêmes lasers que pour la coupe rose, par exemple, les lasers vasculaires. Et puis, quand la vergeture est plus ancienne, elle est blanche et là, elle est comme une cicatrice. Et on va intervenir avec un laser qu'on appelle les lasers fractionnés ablatifs ou non ablatifs, en fait, qui vont induire des petites lésions à l'intérieur même de la vergeture ou de la cicatrice et induire un remodelage, donc l'apport d'un nouveau collagène qui sera de meilleure qualité et qui va redonner une texture à la peau plus normale. Alors les cicatrices comme les vergetures, quand elles sont fines et quand elles sont pas trop étendues, on peut les faire disparaître complètement.
on n'y arrive pas toujours, mais souvent le simple fait d'améliorer la cicatrice ou d'améliorer les vergetures, finalement le patient va l'oublier et va être satisfait du résultat, même si le résultat n'est pas parfait. Oui, voilà, c'est ça. L'essentiel, c'est que quand même les gens soient contents du oui, résultat. c'est d'oublier soit le traumatisme lié à la cicatrice, soit effectivement l'inconfort esthétique lié aux vergetures. Alors maintenant, on va parler de choses visibles et qui empoisonnent tout le monde, les rides. Et les rides du front, la ride du lion, c'est celle-là? C'est celle-ci qu'on appelle la ride du lion. C'est la ride du lion. Les pas de doigts, c'est celle-là. Oui. Moi, j'ai toutes. C'est la ride du sourire, les pas de doigts. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là pour les rides? C'est là où il y a la bascule entre la fin de la compétence du dermatologue et puis on va se tourner après vers le docteur Franqui. La bascule ou la complémentarité. Ou la complémentarité. En fait, Vous, est-ce qu'on peut dire aussi que le dermatologue, il a un rôle préventif pour éviter qu'elles surviennent, les rides? Alors préventif, oui, on peut le dire, parce qu'en fait, on peut commencer à faire des soins assez tôt, justement pour éviter que les rides s'installent, que les marques s'installent dans la peau. Alors, vous parliez de la ride du lion ou des pas de doigts. Je crois qu'on a un schéma pour constituer les rides, ça va apparaître à l'écran. Oui, donc en préventif, pour éviter que ça apparaisse. Dès que les signes commencent à apparaître, on peut, alors quand c'est autour des yeux, donc sur le haut du visage, on peut faire du Botox, ce qui fait que la peau se contracte, enfin les muscles se contractent moins, la peau se plisse moins et finalement les rides, les marques dans la peau ont moins tendance à s'imprimer. Donc il y a un effet préventif effectivement sur le vieillissement. Donc, Botox, front, plus de rides. Le Botox, ça marche aussi pour d'autres rides, les pas de doigts, tout ça? Oui. Est-ce qu'il y a des endroits plus délicats pour l'injection de Botox? On a tous entendu parler dans la presse de gens qui se retrouvaient un peu comme ça parce qu'on leur avait injecté du Botox là où il ne fallait pas. Non, le Botox, c'est un produit qui est sûr. Alors, c'est vrai que parfois, il peut y avoir un déséquilibre, mais le déséquilibre, le plus souvent, il se corrige. Donc, on peut faire une correction au bout de 15 jours s'il y a un petit déséquilibre. Après, parfois, le Botox peut migrer sur un muscle qu'on n'a pas souhaité traiter. Ça peut arriver. C'est très rare. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Botox, il a une efficacité qui est limitée dans le temps. Donc, si on a un effet indésirable, rare, mais non souhaité, de toute façon, il finira par disparaître. Les injections, il faut les refaire tous les 6 mois à peu près, c'est ça? Tous les 4 à 6 mois. Alors ça peut être... C'est quand même un budget, c'est quand même assez cher. Oui, c'est un budget, mais ça peut être plus espacé. C'est-à-dire que si on commence les injections de Botox assez tôt, finalement, les muscles du visage perdent l'habitude de se contracter. Et finalement, avec le temps, on a de moins en moins besoin de... D'accord, donc c'est pas 6 mois régulièrement à vie. Il y a des personnes qui viennent tous les 8 mois ou une fois par an et qui en sont satisfaites, en fait. Bon, et alors quand vraiment il y a trop de dégâts, qu'est-ce qu'on fait là? On va voir le docteur Franqui. Alors, à quel moment en fait on passe du dermato au chirurgien ou à quel moment on vient directement voir le chirurgien sans être passé par la case dermato? J'ai envie de dire que c'est quand on a épuisé à peu près toutes les techniques non chirurgicales, c'est-à-dire les injections dont on parlait à l'instant le docteur Wu, le Botox pour le haut du visage, extrêmement efficace, et puis l'acide hyaluronique globalement pour le bas du visage. Ça, c'est pour résumer. Et quand on a épuisé un petit peu toutes les possibilités de ces traitements, là, il est souvent temps de passer à la chirurgie. Botox, haut du visage, on a bien compris, donc ça annihile en quelque sorte les muscles, donc hop, on ne forme pas des... Ça les relaxe. Ça les relâche, voilà. Donc on n'a pas de... Alors, et l'acide hyaluronique, on en entend beaucoup parler, vous l'avez mentionné, qu'est-ce qu'il fait l'acide hyaluronique? C'est un produit assez magique qu'on a à disposition depuis 15 ans maintenant en seringue. Moi, je l'utilise depuis le début, et le docteur Roux également. Et c'est un produit qui est assez magique parce que, d'une part, il existe en grande quantité dans l'organisme. Il faut savoir que la peau est constituée en grande partie d'acide hyaluronique. Les liquides articulaires sont constitués d'acide hyaluronique. Le contenu du globe oculaire, c'est essentiellement de l'acide hyaluronique. On a réussi à le fabriquer en laboratoire et à fabriquer un produit de qualité qui fait qu'il n'y a pas de réaction allergique. Il y a très peu de réactions. Ça se met sous la peau ou ça se met en crème ou ça se met sous toutes les formes? Ça s'injecte. Ça s'injecte, mais de différentes façons. On peut l'injecter très profond,
Si on veut avancer un menton, par exemple, ou si on veut redonner du volume à des pommettes, il y a un produit, un acide hyaluronique spécifique qui est fait pour être injecté au contact de l'os. C'est presque un implant injectable. Et ça, c'est magnifique, parce que pas d'intervention, ça se fait au cabinet du médecin. Et ça pas dure, d'intervention ça ne se chirurgicale. résorbe pas. Ah, ça dure très longtemps. On a pensé pendant des années que l'acide hyaluronique se résorbait en quelques mois, et en fait, on se rend compte maintenant, on a fait une étude à l'hôpital Necker qui l'a confirmé, que l'acide hyaluronique reste en place beaucoup plus longtemps que ce qu'on pense. Alors, est-ce que c'est l'acide hyaluronique qui reste, ou est-ce que l'acide hyaluronique stimule la fabrication locale d'un agent type collagène qui remplace l'acide hyaluronique? On ne sait pas, mais en tout cas, l'effet persiste très longtemps. J'ai envie de vous poser une autre question avant qu'on aille dans le détail des choses et qu'on regarde ce qu'on peut faire avec des photos avant, après. Hein, et les gens ont envie de savoir. À quel moment, par contre, on ne va pas chez le chirurgien? Alors, on peut toujours aller chez le chirurgien pour demander un avis. Après, la question, c'est à quel moment est-ce que le chirurgien doit dire non, madame, non, monsieur, il ne faut pas vous opérer, et pour telle et telle raison. Moi, j'ai une règle qui fonctionne très bien et qui est assez simple et que les patientes et les patients comprennent bien. C'est tout ce qui n'existe pas dans la nature ne doit pas être fait. C'est-à-dire, si on me demande un visage très tiré ou des pommettes excessivement volumineuses, je vais dire non. Non, ça n'existe pas dans la nature, donc je ne souhaite pas le faire et je vous déconseille de le faire. Idem pour des seins. Si on me demande des seins trop volumineux ou avec un bombé supérieur, je vais avoir le même discours. Ça n'existe pas dans la nature, je vous déconseille de le faire et je ne le ferai pas. Globalement, la limite... Donc, bon sens et modération. Bon sens et modération. Bon sens et modération. Il ne faut pas oublier que les gens, derrière, ils vont vivre avec le résultat. Donc il va falloir qu'ils s'acceptent, qu'ils s'aiment. Exactement. Et qu'ils se reconnaissent en fait avec le résultat. Une bonne opération, c'est une opération réussie, c'est quand derrière on vous dit t'as bonne mine, ou quand on vous dit qu'est-ce que t'as changé, c'est quoi une bonne opération? Évidemment, pour moi, une intervention réussie quand l'entourage dit à la personne bah, tiens, bonne mine, t'as l'air reposé, qu'est-ce que t'es jolie, etc. Voilà, ça c'est le critère numéro un. Après, on dit aussi qu'une intervention chirurgicale est réussie quand la patiente ou le patient a oublié son chirurgien. C'est-à-dire qu'il s'est tellement approprié le résultat, et il a tellement acquis, intégré le nouveau résultat, que finalement, bah, on oublie un peu son chirurgien, et tant mieux. Le résultat, on y va. Alors, en premier, les rides, qu'est-ce qu'on fait? On tire la peau, et les cicatrices, quand on tire, elles sont où les cicatrices? On va avoir une photo et vous allez nous commenter comment ça se passe. Alors ça, c'est une cicatrice 8 mois après un lifting du bas du visage et du cou. Et la cicatrice est parfaitement dissimulée dans les reliefs naturels de l'oreille. Et ça, c'est une astuce qui est très importante. Moi, je suis anti-cicatrice, mes patientes aussi. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous nous dites, c'est que du haut en bas de l'oreille, il y a eu une fente qu'on ne voit plus, hein, mais qui vous a permis de tirer la peau et d'enlever la peau en excès. Et d'enlever en excès. Et donc, la cicatrice, elle est dessinée tout autour de l'oreille. Enfin, on a deux options. Oui. Soit on fait un trait droit devant l'oreille, et à ce moment-là, on voit ce trait parce qu'optiquement, il accroche le regard. Soit on va suivre les contours naturels de l'oreille, qui est un travail supplémentaire, qui est un travail délicat, mais qui permet d'avoir ce type de résultat. C'est-à-dire une cicatrice qui est totalement dissimulée. Elle existe, mais elle n'accroche pas le regard. Elle est quasiment pas visible à l'œil nu. Et ça, c'est intéressant. Oui, ça, c'est la clé. Hein. Il faut pas que... bien sûr, il ne faut pas qu'on remplace un problème par un autre. Exactement. Hein, une cicatrice qui va être visible. Le cou, c'est quelque chose, hein, avec l'âge, ça pend. Ça pend. Voilà, ça pend. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le cou? On va voir justement un lifting cou et bas du visage avant et après. Je ne sais pas si c'est la bonne photo. Si c'est la bonne photo, voilà. Parce qu'on en a une derrière aussi qui vient dans la foulée, qui est plus de profil. Alors là, expliquez-nous un peu le travail là-dessus. Alors là, le cou, j'ai envie de dire, tout le monde en a besoin un jour. Tout le monde n'en a pas envie, mais potentiellement, on pourrait opérer tout le monde après, globalement, 50 ans. Ici, il s'agit d'une femme qui est plutôt jeune, mais qui a un visage qui s'est affaissé assez rapidement. Alors, probablement pour des raisons génétiques, parce qu'elle a plutôt une bonne On a un exemple encore plus flagrant, là, pendant que vous parlez, qui va venir derrière. On va vous le montrer. Allez-y, continuez, je vous ai interrompu. Non, ce n'est pas celui-là. Alors ça, c'est un lifting de lèvres. Oui, c'est pas celui-là. Bon, bref. Allez-y, continuez. Alors, le bas du visage et le cou, c'est la première chose qui trahit l'âge, en fait. C'est les bas-joues, notamment. C'est-à-dire la petite poche de graisse de chaque côté du menton. On peut, au début,
améliorer ça par des injections. Et puis, à un moment, ça devient tellement, la bajoue devient tellement présente, la peau est tellement relâchée au niveau du cou qu'il faut passer à la chirurgie. Et la chirurgie, là, est très performante puisqu'on va repositionner en fait, les éléments anatomiques à leur place d'origine. Notamment la poche graisseuse, très important. On va la dégraisser par micro-lipoaspiration si besoin. Et surtout, on va la repositionner là où elle était. Tout est descendu d'un cran. On va tout remonter d'un cran. Les poches graisseuses, les muscles, et puis ensuite, il suffit de redraper la peau qui est en trop, on enlève la peau en excès et on fait une suture fine pour que et la là, pour le cicatrice coup, on ne change pas de visage, mais on gagne 10 ans en apparence. Alors, on ne change pas du tout de visage. Hein? Oui, on gagne des années, mais surtout, on a un visage plus avenant, plus rafraîchi, plus tonique. Oui. Et c'est des interventions avec toutes les patientes, tous les patients. C'est pour ça que je dis on gagne 10 ans, c'est-à-dire qu'on fait plus frais, en fait. Exactement, on fait plus frais. Et surtout, on fait pas lifter, tirer, hein, comme on dit, on ne fait pas vieille lifter, mais on fait plus frais. Il ne faut pas que ça se voie. Nous, toutes nos patientes et nos patients nous disent bah oui, j'ai repris confiance en moi. Et l'idée, c'est que ça ne se voit pas. Moi, si une patiente me dit on m'a dit que j'ai fait un lifting, ce serait un échec monstrueux pour moi. L'idée, c'est que ça ne se voit pas, mais que ça donne un coup de fraîcheur au visage. Alors le visage, les problèmes peuvent être multiples. On a aussi, vous faites des micro-liftings, j'allais dire. Là, on va voir le lifting de la lèvre supérieure. Donc il y a des gens qui ont la lèvre qui tombe, hein, c'est ça, alors, en quelque sorte. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, ce qu'on appelle la lèvre en chirurgie, c'est toute la partie entre le nez et la partie rouge de la lèvre. Il y a la partie blanche de la lèvre, la peau, et puis ensuite il y a la lèvre rouge. Donc lèvre blanche et lèvre rouge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec les années, la lèvre blanche va descendre comme un rideau de théâtre. Et au point qu'il arrive un moment où elle cache le bord libre des dents. Et ça, c'est un signe qui trahit l'âge. Alors, on ne l'analyse pas consciemment, mais nous, c'est notre métier de chirurgien de dire attention, là, quand vous entrouvrez la bouche, on ne voit plus vos dents du haut, on voit les dents du bas. Ça, c'est un signe de vieillissement. Si je remonte très légèrement la lèvre, sans l'augmenter, sans la déformer, simplement en raccourcissant la distance entre le nez et la partie rouge de la lèvre, je vais rendre apparent 1 ou 2 mm du bord libre des dents et donner un coup de fraîcheur très, très intéressant au visage. La tendance, c'est quoi aujourd'hui? C'est des gens qui se font faire un lifting complet ou alors c'est des gens qui font des interventions sur la lèvre et puis après, ils vont faire les paupières et puis après, peut-être, ils vont faire le cou. On va faire des interventions successives comme ça ou alors on va faire le gros chantier d'un coup? En pratique, tout existe. Chacun choisit, c'est un peu à la carte. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune intervention qui est obligatoire. D'accord, mais la technologie, les techniques que vous employez font évoluer aussi le choix des gens. Puis il y a le prix aussi. Tout à fait. Alors, la tendance, c'est plutôt à des opérations plus souvent, plus légères et où on rectifie des petites touches, ou alors la tendance, ça reste le gros truc une bonne fois pour toutes. J'ai envie de dire que c'est complémentaire, qu'il y a un moment, il faudra passer à la grosse intervention. Pour quelqu'un qui se soucie de son apparence, il y a un moment, il faudra le faire. Mais en attendant ce moment-là, on peut faire des petites interventions, comme vous dites, même si j'aime pas le terme, parce qu'une intervention reste une intervention, faire la chirurgie des paupières, faire des injections, tout ça, c'est complémentaire. Et le lifting, lui, vient également, dans cet arsenal thérapeutique, il vient pour améliorer le bas du visage et du cou, parce qu'on n'a pas d'autre solution actuellement. On ne sait pas rétracter la peau autrement, en tout cas de façon importante, autrement que par la chirurgie. On a des lasers qui fonctionnent sur la rétraction de la peau, mais pas pour un cou complètement distendu. Donc, alors, c'est votre métier, hein, tous les deux. J'ai envie de vous poser la question de confiance. Vous faites des trucs, vous? Bien sûr. Oui, ouais. bien sûr. Vous faites des trucs pour être belle comme ça, Marie-Estelle? Oui. C'est pas naturel. Moi, je croyais que Marie-Estelle était belle, mais totalement naturelle. On a de la chance d'avoir toutes ces techniques à notre disposition. Oui. Et c'est vrai que ce soit l'usage des peelings, des lasers, du botox ou de l'acide hyaluronique, enfin, pour ma part, ce sont des techniques qui sont relativement faciles à mettre en place et qui apportent, qui apportent du bien-être. Il ne faut pas hésiter, en fait, c'est ce que vous nous dites. Non, je trouve que quand on peut le faire, on a de la chance de pouvoir le faire. Oui, c'est pareil.
Vous demandez à un confrère de temps en temps de mettre un petit peu de bistouri. Et puis j'ai opéré beaucoup de confrères, moi, dans ma clinique, et qui, il y a un moment, on a tous besoin. C'est un peu votre fonds de commerce, hein, vous ne pouvez pas être complètement... Oui, mais c'est pas tellement ça. Ceci dit, il y a des chirurgiens plasticiens qui se négligent un peu, oui. Hein, mais ça c'est une question de choix, on ne peut pas juger ça. Nous, on sait que c'est des techniques qui sont faciles, qui sont sûres, et on a confiance en nos techniques, donc on n'hésite pas à les proposer à des collègues, ou pourquoi pas les faire sur soi-même quand c'est nécessaire. On arrive bientôt à la fin de cette émission, et je veux prendre une minute quand même pour souligner ce que vous faites. Vous êtes le président fondateur de Face au Monde, et faceaumonde.fr. Alors qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est le côté, on va dire, très très sérieux en fait de la chirurgie plastique. Alors, en 30 secondes. Face au Monde a été créé en 2003 pour en fait venir en aide aux enfants du monde entier qui ont des malformations graves ou des tumeurs graves, essentiellement de la tête, et qui n'ont pas la chance de pouvoir être pris en charge dans les pays d'origine. Nous, on a une chance extraordinaire en France, c'est que quand on a un enfant qui a une malformation sévère, une tumeur ou une brûlure grave, etc., il est pris en charge dans des équipes de très haut niveau de façon totalement gratuite. Dans le monde entier, il y a des millions et des millions, voire des centaines de millions d'enfants qui n'ont pas cette chance. Donc on a créé Face au Monde pour ça. En gros, c'est de l'humanitaire à Paris. On fait venir les enfants à Paris après avoir étudié leur dossier, analysé la faisabilité des choses, etc. On les opère, ils sont reçus dans des familles d'accueil pendant quelques semaines et ils repartent chez eux. Voilà, et si on veut vous aider, je suppose que sur faceaumonde.fr, on peut laisser un petit peu de sous et changer la vie de ces gamins qui n'ont pas accès, hein, comme nous, à la chirurgie esthétique, à la dermato. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau. Marie-Estelle, vous êtes très belle, vous n'avez pas besoin du docteur Francky. Et voilà, faire peau neuve, vous laissez faire la nature. L'essentiel, c'est de se sentir bien. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.